Enfin non, vous comprenez pas là, il faut aller se faire transfuser d'urgence. Il y a deux solutions. Soit un traitement qui s'appelle le SAL, syndrome antilymphocytaire, ça marche une fois sur deux. Et sinon après c'est la greffe de moelle osseuse. Est-ce que vous avez une frère et sœur? Je fais oui. Bon bah il y a une chance pour 4 qu'elle soit compatible et sinon après on passe à une chance pour 1 million. Coucou tout le monde, aujourd'hui on reçoit Mathias Malzieu. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre plaisir. invitation. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez, là c'est une longue introduction qui vous attend puisque cet épisode il est assez particulier, vous allez comprendre pourquoi. Alors tu es musicien, chanteur, leader du groupe Dionysos, Zébulon touche à tout, homme volcan hyperactif, drogué du panache, ça c'est toi qui le dis. Et jusqu'au jour où tu découvres que tu es porteur d'une maladie du sang rarissime, idiopathique, qui n'a pas de cause connue. Ça s'appelle une aplasie médulaire, autrement dit un arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse. Du jour au lendemain, tu as besoin du sang des autres pour survivre. Tu te transformes en vampire. Le 21 octobre 2014, tu reçois une greffe de sang de cordon ombilical, un protocole de recherche clinique comme alternative à la greffe de moelle osseuse. Tu deviens un super-héros. Et l'aventure la plus extraordinaire de ta vie, tu dis, que tu racontes dans un livre, Journal d'un vampire en pyjama, paru en 2016 aux éditions Albin Michel. Et je disais que c'était une émission importante puisque donc, ton parcours autour de la greffe résonne évidemment avec celui de Thérèse. Et c'est aussi comme ça qu'est née cette envie de faire ce podcast. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce petit laïus d'introduction. C'est encore plus important pour moi du coup d'honorer votre invitation. Merci. Donc tout commence par un diagnostic. Quand tu découvres cette maladie, t'es submergé de travail. Tournage de clips, livres, montage, premier film, etc. Et tu dis que tu t'es rarement senti aussi fatigué, l'impression d'avoir 150 ans, et que t'étais blanc, très blanc. T'enchaînes jusqu'à être privé d'oxygène. Est-ce que tu te souviens un petit peu des chiffres? J'ai entendu des chiffres de dingue sur toi et sur tes constantes mesures, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? En fait, j'étais dans cette espèce de dynamique. Ma vie, c'était la mécanique du cœur depuis 10 ans. J'ai écrit le livre, le disque, la tournée. Le film a pris 6 ans. Il y a eu des péripéties. En plus, entre-temps, je me suis séparé d'Olivia Ruiz, avec qui j'étais, entre guillemets, pour qui j'avais fait ce grand poème, quoi. C'est un grand poème, en fait, de faire un livre, un disque, un film. Ouais. C'était... Et du coup, je travaillais avec sa voix alors qu'on n'était plus ensemble, avec les gens qui nous disaient « Alors, c'est pour quand le petit ?» Enfin bon, il y avait un truc un peu dur, et en même temps magique justement, du truc qui continue quand même, quoi. Un truc un peu samouraï, quoi, où on te coupe la tête, mais il y a une énergie qui fait que les choses continuent quand même. C'est la beauté des histoires. Ouais. Et donc, j'étais là-dedans, et en plus, ça allait avoir 40 ans, c'est 10 ans que j'avais perdu ma mère, et je me disais, je sors le film, et l'année prochaine, je me repose un peu. J'ai envie justement de boucler cette boucle-là, artistique, émotionnelle, et après de me réinventer, quitte à me mettre un peu en jachère, quoi. Donc je suis vraiment là-dedans. Et en fait, du coup, là, je ne vois pas les signes. C'est-à-dire que est-ce du déni? Possiblement. Mais c'est aussi une envie d'en découdre joyeusement avec la fin de ce projet quand même incroyable. Je me retrouve quand même à travailler avec 200 personnes sur l'animation pendant 4 ans. J'ai une équipe de 10 personnes uniquement sur les yeux des personnages. Donc c'est assez fou, quoi. Et c'est un privilège extraordinaire. C'est beaucoup de chance. C'est grâce à Luc Besson. Il m'a fait confiance. J'ai eu beaucoup de chance. Donc je suis là-dedans. Mais bon, j'ai des saignements. Puis je suis fatigué. Et puis je suis essoufflé dans l'escalier, mais je me dis, c'est normal. J'ai fait un film d'animation, en même temps une tournée, en même temps un livre. Je me dis ça, à la fois j'ai raison, et à la fois il y a une espèce d'ombre qui arrive derrière où je me dis... C'est pas que la fatigue. Il y a autre chose, C'est quand même un peu bizarre. Et en fait, carrément, un jour, on fait un clip, donc sur la chanson titre du film, et là, en fait, entre les prises, j'arrive plus à respirer. Donc vraiment, ce que j'écris dans le livre, j'ai l'impression de respirer dans une paille bouchée, quoi. J'ai plus de... Je tousse pas, mais je suis essoufflé, ça me fait des palpitations. Et là, je me dis, je vais quand même aller faire des analyses. En plus, comme je mange, comme on le disait un peu hors antenne, un peu comme un enfant, je me suis dit, j'ai peut-être une petite carence vitaminique avec la fatigue et tout. Bien sûr. Je vais aller faire des analyses, quoi. Parce que vraiment,
Là, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, je fais les analyses et en fait, je devais aller monter le clip. Et il me rappelle 1 heure après, alors que normalement c'était le 11 novembre, je devais avoir les rendez-vous, les résultats 4 jours après. Vous vous a trouvé très blanc, on a envoyé vos résultats aux urgences. Et en fait, vous avez 3,8 d'hémoglobine. Donc en fait, c'est très bas pour les gens qui connaissent pas. 3,8 d'hémoglobine, en fait, on transfuse à moins de 8 et on transfuse d'urgence à moins de 6. Donc 3,8, c'est... Après, quelqu'un qui va faire une hémorragie, qui va basculer à 3,8, il va pas pouvoir bouger. Moi, comme ça s'est fait dans le temps, mon corps s'est adapté. Ah oui, ok. Alors j'avais des palpitations, mais comme le reste de ma santé était bonne, j'étais épuisé. Prendre une douche, j'ai l'impression d'être un haltérophile. Mais j'étais pas... alors que normalement, tu peux pas te lever de ton lit avec des taux comme ça. Moi, j'ai quand même sauté la veille encore. Sur ce heureusement fameux que j'avais un bon cœur, sinon j'aurais claqué une... C'était finalement presque là que j'ai été le plus en danger. Et puis, alors moi je fais non, mais bon, je vais monter mon clip. Enfin, non, vous comprenez pas, là, il faut aller se faire transfuser d'urgence. Et puis, de temps que je prévienne et que j'aille aux affaires, j'ai un autre coup de fil où on me dit vous n'avez pas de plaquettes. Donc, les plaquettes, pareil, il faut en avoir un minimum de 50 000. Je suis à 17 000. Donc, ils me disent vous brossez plus les dents, vous achetez du bain de bouche et vous touchez plus des objets coupants. Et puis, on a un troisième mauvais résultat vous n'avez plus de système immunitaire. 250 neutrophiles, en gros, c'est comme si j'avais une maladie du type sida, quoi. En phase très avancée. Ouais, c'est ça. Et tu dis d'ailleurs, chaque phrase est une gifle, je suis assommé. Ah oui, voilà, parce que là, c'est un autre monde qui s'ouvre, quoi. On arrive dans une dimension parallèle. Moi, je dis, il y a un taxi en bas. Moi, j'étais en train d'écouter Leonard Cohen, là. Et là, d'un coup, je me retrouve dans un truc, chambre stérile, tout est complètement nucléaire, stérilisé, on me met des masques, on me fait des trucs, et en rien de temps. Par exemple, on vient me chercher, on me dit, bon, on m'amène un fauteuil roulant. Ouais. Et les gars, c'est bon. Non, peut-être pas sérieux, là. Non, il faut pas marcher jusqu'à là-bas. Tu comprends pas ce qui se passe, du coup. Alors, je comprends, mais il y a un temps de latence, en fait. Ouais, bien sûr. Le vivant que je croyais encore être résiste par une espèce de forme de déni qui ne veut pas s'effrayer, alors qu'il sait qu'il doit s'effrayer. On vient de me mettre en prison par erreur, je suis innocent. Donc maintenant, il faut me libérer, me laisser aller faire le montage de mon clip, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux. En gros, je suis dans cet esprit-là, mais plus ça va, plus il y a un principe de réalité qui me rattrape. Et là, d'un coup, en fait, la sanction, elle tombe. Déjà, quand ils me font l'examen de moelle osseuse, qui est extrêmement douloureux, où te plante un truc dans le sternum, là. Un harpon. Un harpon. C'est un espèce de stylo bic, là. Crac. Alors, quand ils te plantent, c'est déjà très douloureux, mais c'est quand ils arrachent que tu as l'impression que les poumons viennent avec. Bien sûr, ça ne marche pas parce que j'ai tellement de sang, tellement de pas de plaquettes, que du coup, je suis hémophile au dernier degré. Et rapidement, en fait, quand ils mettent mes petites cellules de sang, en fait, mon sang, il est rose. Ah ouais. Il y a tellement plus de globules rouges. Ah oui, ok. Les globules rouges, l'hémoglobine, donnent sa couleur au sang. Moi, j'en ai tellement peu qu'on dirait de la grenadine, mon truc. Waouh, ok. Et ils me disent, bon, on ne sait pas encore, mais c'est possiblement une leucémie aiguë. Donc là, tu as quand même des petits cercueils qui passent au-dessus de la tête. La leucémie est aiguë. Donc tu as le cercueil, en plus, il est déjà fermé. Alors que finalement, c'est des maladies qui se soignent très bien. Mais quand on est plutôt dans le football, la poésie, et que dans puis ça fait peur, que dans l'hématologie, quand on te dit leucémie, là... et en fait, ça n'en était pas une, mais c'était un équivalent. Une aplasie médulaire. Donc ce n'est pas un cancer, c'est un état précancéreux, donc pas soigné qui aurait fini par en être un. D'accord. Mais qui a le seul avantage qu'il a sur la leucémie, c'est qu'il n'y a pas à ce moment-là le risque de métastase. Et c'est qu'un problème énorme, mais qu'un problème à régler. Et il risque pas d'en amener un autre. C'est ça. Tout de suite, en tout cas. Et ils me disent, là, en fait, il y a 2 solutions. Il y a soit un traitement qui s'appelle le SAL, syndrome antilymphocytaire,
ça marche une fois sur 2. Et sinon, après, c'est la greffe de moelle osseuse. Et la greffe de moelle osseuse, on me dit, en fait, est-ce que vous avez une frère et sœur? Je fais oui. Bon, il y a une chance pour 4 qu'elle soit compatible. Et sinon, après, on passe à une chance pour 1 million. Tranquille. Ma sœur, on essaye le premier traitement. Il n'a pas marché. Donc, j'ai passé déjà 4 ou 5 semaines en chambre stérile. On a eu un petit espoir. À un moment donné, ça a un peu bougé. Puis, ça a comme une espèce de tondeuse à gazon qui fait un petit bruit et qui finalement, qu'on n'arrivera pas à démarrer. En fait, le principe, c'est comme si c'était un bug du système immunitaire. En fait, on est traversé par des virus toute la journée. La moelle osseuse, pour recontextualiser, c'est l'organe vital qui nous permet de fabriquer nos globules rouges, donc l'oxygénation du sang, les plaquettes, donc la coagulation du sang, et les globules blancs qui nous permettent donc de nous défendre le système immunitaire. Et en fait, les anticorps qui rejettent les virus sont mis à bugger, à confondre ce virus et à attaquer ma moelle osseuse. Donc à chaque fois que je fabriquais un globule, j'avais mon anticorps qui disait « Oh là là, t'es un virus, toi !» Donc ce qu'ils ont fait avec le premier traitement, c'est qu'ils m'ont enlevé les anticorps. Okay. Tu sais, comme quand on a un bug sur un ordi ou un appareil, attends, tu l'éteins et tu le rallumes. En gros, ils m'ont éteint. Tant que j'étais éteint, j'avais plus de défense. Donc chambre stérile, machin, fallait pas me toucher, etc. Truc bien interstellar, quoi. Et là, il rallume, et quand il rallume, ça continue de bugger. Donc là, il n'y a plus qu'une seule chance, c'est la greffe. Et le problème, pourtant éminemment joyeux, c'est que même si ça se voit pas sur ma tête, je suis un métis. On l'est tous, si on ouvre un petit peu nos ADN. Lorrain. Mais moi, voilà, je suis un mélange entre un Lorrain qui a un peu de l'Irlandais, et de qui j'ai tout pris. Et ma sœur est plus mate de peau, etc. Ma mère était espagnole-oranaise. Et il y a du turc dedans. Enfin, c'est très mélangé. Ce qui fait que ce qu'on appelle le code HLA, qui est le code de ton ADN, selon si on est plus ou moins mélangé, il y a plus ou moins de chiffres au coffre-fort. Et moi, j'ai vraiment un truc de... Il y a beaucoup de chiffres. Donc c'est plus compliqué de te trouver un donneur compatible. Exactement. En fait. Donc en fait, c'est vraiment là, c'est de la statistique. Et donc ma sœur est pas compatible, et quand ils cherchent, ils trouvent pas. Donc j'ai l'impression de rétrécir dans tous les sens. Et finalement, c'est un docteur extraordinaire qui me dit, bon, on n'a pas trouvé sur les 1 million de possibilités, on n'a pas. On n'a pas votre compatibilité. Par contre, je peux vous proposer autre chose. C'est un protocole de soins. Ça a été fait seulement 18 fois dans votre maladie, dans le monde. On en a sauvé 15. Si vous acceptez, vous serez le patient numéro 22. Il y en a d'autres qui sont en cours. Et en fait, c'est du traitement par sang de cordon. Et le sang de cordon, en fait, a l'avantage que, en fait, c'est comme si pour chercher une greffe compatible, ça, je pense que ça va te parler, en fait, c'est comme si tu avais ce bol-là qui était cassé, tu cherches le même. Ils n'ont pas trouvé le même. Donc, en fait, ils vont trouver des graines de ça. Donc, c'est comme si, au lieu de trouver un pas de vis qui va nickel dedans, en fait, il m'a mis de la colle à bois. Parce que les anticorps, comme le sang de cordon n'a pas été encore au contact de l'anticorps, quand il a été prélevé, il est encore souple. Donc, en fait, la compatibilité est plus possible. Par contre, la difficulté, c'est qu'il est encore junior. Donc, tout le temps que ça pousse, c'est comme si on coupe un arbre, à la place on te remet un arbre, on le replante et ça marche. Là, on m'a mis des graines. Donc, pendant le temps, en fait, il me manquait un organe vital. Donc pendant ce temps, pendant la pousse, c'est le caporne, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas savoir, tu vois, j'ai fait des hémorragies, des machins, des trucs, transfusé 3 fois par jour. J'étais transfusé 150 fois au final. 150 fois, ouais. Donc j'ai dû faire ensuite des saignées il y a quelques années. Pour rendre, là, parce que j'avais du fer, j'étais Popeye, quoi. C'était, il fallait que ce soit régulé, ce taux de... Mais en tout cas, ça a marché. Mais ça m'a coûté 2 ans, 11 semaines de chambre stérile. Et à partir du moment où on m'a donné cette histoire de la greffe de sang de cordon, alors que j'étais dans un moral qui n'était pas... J'étais pas défaitiste, mais j'étais très...
Le flou est terrible. C'est pour ça que j'ai écrit une chanson sur l'album qui va avec Vampire en pyjama. Ouais. Ça s'appelle No Your Enemy, où je fais un jeu de mots sur No Your Enemy, Your Enemy. En fait, à partir du moment où tu connais ton ennemi, en fait, déjà, même si c'est un ennemi costaud, je me suis mis dans je me suis mis en ordre de bataille. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, je voyageais dans le flou, dans la brume. Et je me prenais des murs à longueur de temps. Le flou, parce que tu dis aussi qu'effectivement, la greffe de moelle osseuse, on se la représente pas bien. C'est pas comme une greffe d'organes où on sait tout de suite. Un cœur, un poumon. Voilà. Là, les gens, il fallait que j'explique tout le temps. Et il y avait des gens qui ont eu... là, aussi, par contre, c'est un bain révélateur à amis. Ah, c'est clair. Et ça fait mal, hein, parce qu'il y en a qu'on ne croit pas, qu'on se dit, c'est juste des copains. Et d'un coup, ils se révèlent. Et t'en as d'autres. Alors là, ça fait pas tous des méchants, hein, c'est juste des fois de... Puis on a tous... Moi, je traversais un enfer, mais les autres en traversent d'autres. Bien sûr. Tu vois, tu m'aurais pas dit, je savais pas que tu aurais eu ça. Bien sûr. Et peut-être tu aurais été ému à un moment donné, j'aurais pas pu comprendre pourquoi. Donc, ça veut pas dire que je suis en train de pointer méchamment ceux qui se sont mal comportés. Mais il y en a qui sont d'une maladresse et qui te... Moi, il y en a un qui me demandait, ça va, tous les jours. Mais c'est quoi ton truc? En fait, il fallait toujours que je lui explique. Je fais non, mais j'ai plus. On parle de disques, de films ou de livres. Ah ouais, sors-moi de ça. Ou de politique, en fait, si t'as envie. Mais en tout cas, mais je comprends pas. Et en fait, c'était son stress à lui, de moi, qui part d'une empathie. Partait pas du tout d'un truc pour m'embêter. Et en fait, il est allé même dans des extrêmes. C'est-à-dire que à un moment donné où j'étais dans la prise de greffe, donc j'avais pris 20 kilos parce que j'étais nourri je pouvais plus avaler rien. J'avais gonflé. T'étais perfusé au sucre. Gonflé, voilà, à tout, tu vois, pour tenir cortisone. D'accord, ok. J'étais comme ça. Et alors, j'arrivais à peine à parler. Et en ce moment-là, c'est le seul moment où j'ai pas écrit. J'ai écrit tous les jours, sauf cette 10-15 de jours où, pendant la prise de greffe, il y a une réaction. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais en tout cas, là, ça fait une réaction qui fait qu'en fait, même avec du full Doliprane et je sais pas quoi, Acupan et tous ces trucs, en fait, tu redescends vaguement à 37,5 et du temps, parce que tu peux pas en avoir tout le temps, ça remonte à 39,40 toute la journée, t'as froid, t'as chaud. Bref, ma sœur vient de Carcassonne exprès pour me voir et je lui demande de ne pas venir à l'hôpital. Et elle respecte. Lui, il s'engueule avec les infirmières, il vient quand même parce qu'il veut me voir. Et c'était lui qui me demandait ça va tout le temps. Et il a été à côté de la plaque au dernier degré. Ah mince, du début à la fin. Mais je peux même pas vraiment lui en vouloir parce qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Mais il faut arriver à faire ce discernement-là, dire... Bien sûr. Pas être trop intrusif. Parler pas très bien. Il fait un peu de la merde, mais en fait, ça veut pas dire que c'en est une. Bien sûr, bien sûr. Je sais qu'il a fait de son mieux. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais par contre, ça compte, parce que là, je parle du mauvais, mais il y en a plein qui ont été formidables. Et notamment mes proches, mon groupe Dionysos, mes amis, ma famille, ma sœur extraordinaire. Mon père aussi, même s'il était un peu plus dans le déni, ont été extraordinaires. Ma compagne de l'époque a été extraordinaire. On se rend compte à ces moments-là que les gens ont quand même une façon très différente de gérer la maladie, la mort, etc. C'est tellement tabou. En fait, les gens projettent leur peur. Et certaines personnes, comme probablement cette personne dont tu parles, ne savaient plus comment gérer, ça déborde. On a parfois la sensation de vouloir et d'avoir besoin de témoigner d'une présence et d'amour. Mais parfois, l'amour, c'est de savoir se mettre en retrait et de laisser la personne respirer, se reposer. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, les interactions sociales sont énergivores. Quand tu es malade, t'as même plus la force de parler, t'as pas la force de sourire, et en même temps, t'as pas envie de porter la culpabilité de pas être sympa, parce que clairement, c'est pas sympa à ce moment-là, et c'est dur, quoi. Et c'est dur, et il y a des gens qui ont du mal à comprendre. C'est très dur, et justement, le truc très important pour moi, c'est de pas tomber dans la victimisation. Surtout pas. Parce que, en fait, c'est là que tu donnes raison à la maladie. C'est ça. Le gros risque, c'est pour ça que c'est très important ce que tu disais, le gros risque, avec justement le rapport à la culpabilité et à tout ça, en fait, c'est de devenir un malade. Et ça, au lieu de l'identité, on devient dans l'identitaire. Alors, il y a plein de choses qui nous aident et qui sont importantes, des groupes de paroles, des machins. Mais il faut faire très attention
à pas, en fait, s'auto-assigner à résidence. Moi, ça, j'y crois vraiment dur. Encore une fois, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. On s'en sort pas. Des fois, ça se joue sur un détail de timing, mais en tout cas, au moins que le chemin qui doit être accompli, même si finalement il ne se terminait pas, il n'avait pas une issue favorable, qu'il soit dans un soi-même. Même pour les autres, c'est une politesse comme l'humour. Ouais, bien sûr. Pour garder la possibilité de l'humour, il faut rester soi-même. Si on est devenu uniquement le malade, l'humour, c'est terminé. Moi, j'ai une de mes plus grandes joies, c'est quand j'arrivais à faire rire les infirmières. Ah oui. C'était une de mes plus grandes joies. Quand un jour elles arrivent et qu'elles me disent, elles sont obligées pour les transfusions, mais qu'elles m'ont transfusé 3 fois dans la journée, alors vous êtes de quel groupe et que je leur dis Dionysos, et que je lui dis exprès parce que je sais que l'infirmière en question connaît mon travail, et qu'elle sourit comme vous souriez là aujourd'hui. Et en fait, ça c'est de la vitamine C pour l'âme, ça. Bien sûr. Vraiment, c'est très important. Enfin, moi, je crois à ça. Peut-être que ce n'est que l'histoire que je me raconte, et qu'il y a des gens qui se sont sauvés en se plaignant toute la journée et en machin. Et tant mieux pour celui qui se sauve à raison, et bravo. Mais en tout cas, moi, je sais que si je n'étais pas arrivé à écrire, faire des chansons, arriver à me marrer, me prendre pour un vampire et tout, j'aurais ajouté à la maladie une dépression. Et je pense qu'elle m'aurait été fatale. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui t'ont un peu fait tenir justement dans cette grosse période d'hospitalisation, que tu avais des petits sas de décompression à des moments avec des médias. Alors ça peut paraître étrange dit comme ça, mais en fait où les gens ne savaient pas que tu étais une personne malade, et donc tu disais voilà, je suis un réalisateur, pas un malade, donc ça te sortait aussi un peu de cette condition-là, donc potentiellement ça pouvait être... peut-être t'ouvrir à quelque chose d'autre, en tout cas te permettre de mettre à distance cette maladie. Et même si à quelques occasions tu as quand même peur donc effectivement de devenir une fontaine de sang, et donc de peut-être dévoiler un peu ce secret que tu gardes un peu précieusement, est-ce que tout ça t'a aidé aussi, cette échéance que tu deals avec les médecins? Moi je dois faire la première de mon film, enfin c'est fou, et donc du coup décale la date. Ça crée des objectifs. Voilà, donc ça crée un enjeu vivant. C'est pas juste combien d'hémoglobine et combien de machin, et la greffe qui est dispo, qui est pas dispo, et le traitement qu'il faut mettre. Sinon, t'es que là-dedans, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu deviens un malade. Alors que moi, j'avais la chance, et la malchance, parce que ça crée un stress, mais de vouloir terminer ce film et de pouvoir le défendre. Donc ça crée un enjeu comme dans une bonne histoire, en fait, finalement. Souvent, pourquoi on aime lire la suite, ou qu'on a un cliffhanger de série, qu'on veut voir la suite? Parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Et moi j'avais envie, en fait, c'était encore parce que j'avais un méchant, c'était la maladie, un obstacle, mais j'ai essayé de le contourner jusqu'au moment déjà du film. Ça a été une première étape, et après je suis vraiment entré dans le traitement. Et là finalement je me suis créé un nouveau but après avoir sorti le film, c'est d'écrire le livre, l'album, et puis je voulais retourner sur scène. Et ensuite il y a eu un autre truc. C'était que je voulais voir une aurore boréale en entier. Oh, tu sais que c'est mon rêve. Je me suis toujours dit, je veux voir une aurore boréale avant de mourir. Alors là, j'ai une histoire un peu folle pour toi. C'est-à-j'ai qu'en fait, j'étais invité en Islande en 2006. Malheureusement, pas d'aurore boréale, tout ça. Et puis, 4h du matin, on a l'avion qui part on vient nous chercher à l'hôtel à 6h du mat. On s'est couché à 2h. 4h du matin, tous les téléphones qui sonnent de l'hôtel. Il y a une aurore boréale sur le port. Je sais que vous n'en avez jamais vu, donc c'est le programmateur. On s'habille en cours du temps qu'on arrive sur le port. On voit un petit peu de vert et ça disparaît. Comme un teaser. Et moi, je me dis, c'est un teaser. I want to see the full movie. Je tombe malade entre-temps. Et dans la chambre stérile, juste avant d'être tombé malade, enfin, j'étais déjà, mais je ne savais pas, je m'étais acheté un skateboard à moteur avec une télécommande. Et j'ai écrit une chanson où je dis, je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Je n'ai pas peur des volcans, je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. Et là, les télécommandes à fond, au milieu de 2 champs de lave, la sensation de liberté, de dingue.
Et là, bon, je fais mon voyage de dingue, je vais jusqu'au cercle polaire. Même pendant toute cette hospitalisation, etc., tu te créais des fenêtres poétiques, en fait, pour tenir. Il y avait vraiment ça. Tu parlais du skate, mais le skate, c'est un symbole. Ah oui. T'es allé, le jour de ta greffe, t'es allé à l'hôpital en skate. Ouais. C'est quand même pas anodin. Oui, je suis allé en skate et je faisais mes transfusions en skate aussi. C'était interdit. Alors, je faisais pas des gros lits sur les trottoirs. De toute façon, j'ai jamais su en faire. De toute façon, j'ai toujours fait du skate de papy, de longboard. Ouais, mais quand même, il y avait un petit danger quand même de tomber, de s'égratigner. Mais j'allais doucement. Mais j'allais à l'hôpital en skate et à chaque fois je devais remplir, vous savez, le truc pour un taxi conventionné, pour se faire rembourser le taxi, et je mettais skate conventionné 0 € et ça les faisait marrer, tu vois. Moi, ma grande fierté, parce que là pour le coup je peux le dire, j'en suis fier, c'est le nombre de cartes de donneurs de moelle osseuse que j'ai reçues en copie d'écran ou de gens que j'ai reçu plus de 200 images. C'est fou. De dons de gens qui ont donné leur moelle osseuse. Donc, c'est 200 vies potentiellement sauvées. Ouais. Et est-ce que tu as changé ton rapport à la vie, au quotidien, depuis toutes ces expériences, en fait ton rapport à la productivité aussi, à la performance? Alors, il y a des choses sur lesquelles je progresse, il y a des choses sur lesquelles je ne progresse pas. Il y a une euphorie qui m'a gagné, qui n'était pas une euphorie de victoire, mais qui était comme si, en fait, pendant que j'étais malade, je ne sais pas si ça t'a fait ça, c'est comme si on avait tiré sur une flèche, vu que j'étais encore dans le désir. Tu vois. Mais le mauvais côté, c'est que quand on a lâché la flèche, je suis parti, mais comme une bombe. Donc, c'est un peu ce que je vous disais hors micro, c'est que du coup, au niveau du couple... ça a implosé. Ouais, c'est pas facile, même si c'est un joli problème. Quand tu as quelqu'un qui s'occupe de toi pendant 2 ans, que ton diagnostic vital est engagé quasiment tous les jours. Qui a été très soutenante en plus. Elle a été extraordinaire. Extraordinaire. Et que d'un coup tu repars comme une bombe et que tu fais un livre, un disque, tu traverses 2 fois le cercle polaire dans la même année et que tu prends la direction d'un théâtre. Un shoot d'adrénaline, c'était... C'était un shoot d'adrénaline, mais c'était trop. Mais j'avais besoin... Il a fallu en fait que la flèche parte. Et puis qu'elle redescende. T'avais l'impression qu'on t'avait confisqué de la vie, alors, c'était pas une revanche, c'était pas un truc hargneux. C'était que joyeux. C'était pas, moi maintenant... ils vont voir ce qu'ils vont voir. Pas du tout, j'étais pas là-dedans, mais j'étais dans une gourmandise. Voilà, exactement. J'avais faim. Et j'ai pas su respecter la posologie. Autant j'ai été sérieux. Avec tes médocs ? Avec les médocs. Je me suis pas pris au sérieux, mais j'ai fait les choses sérieusement pour respecter mon intégrité, les médecins qui travaillaient pour moi et mes proches. Autant après, sur la joie, je me suis dit, on ne peut pas, en fait, faire un excès de joie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries avec ce que je viens de vivre là? Je peux pas faire un excès de joie, c'est comme la vitamine C. Je vais forcément l'éliminer. C'est pas grave si j'ai pris trop de vitamine C. Je vais transpirer et puis on aurait toujours besoin de la joie. Eh ben en fait, non. C'était là aussi trop. C'était too much. Donc j'ai fait des erreurs nouvelles. Et c'est pas grave. J'ai appris à nouveau de ces erreurs-là. Ça m'a peut-être coûté certaines choses. Et j'ai cette tendance. En fait, je suis un enthousiaste. Ah, et je comprends. Je suis un vrai enthousiaste. C'est ma vraie... Je pense que c'est ma qualité. Mais elle incombe plein de défauts. Bien sûr. Parce que je suis aussi un anxieux, un machin, un truc. Sûr. Donc, je me reconnais. Un bordélique, un étourdi, enfin, des défauts, là, on peut passer toute une émission dessus. Mais en tout cas, j'ai de l'enthousiasme. Et même cet enthousiasme, quand il n'est pas dosé comme il se doit, en fait, il peut se retourner contre soi et même les autres, même ceux qu'on aime. C'est ce que son enthousiasme. C'est ce que j'allais te demander par rapport justement à ton entourage. Tu nous as parlé un petit peu de tes proches. Aujourd'hui, toi, tu es artiste toujours dans l'industrie de la musique et pas que. Quel impact ça a autour de toi? Quel impact ça a eu? Comment est-ce que les gens t'accompagnent aujourd'hui quand ils te voient complètement débordé d'énergie? Est-ce qu'ils te rattrapent et ils te disent « Ouh là là, peut-être que t'en fais un peu trop » ou est-ce qu'ils te laissent faire? Comment tu gères ça et comment vous gérez ça ensemble en fait? Maintenant, ça va. Il y a une renormalisation joyeuse de tout ça.
mais ça fait 10 ans. Ouais. Et le début a été très compliqué. Très compliqué, notamment quand je parle d'assignation à résidence. On m'a annulé le Grand Rex quand j'étais malade, sorti du film avec juste un petit passage acoustique, pour des choses horribles. C'est-à-dire que moi j'avais dit, avant même d'être malade, on fait Grand Rex, mais par contre on fait pas un concert de rock derrière. Les gens ils sont assis, ils viennent de voir un film d'1h30, ils n'arrivent pas avec... full band, ouais, exactement. Pas, en fait. On fait 20 minutes en acoustique, assis devant, on fait quelques morceaux du film avec les invités qui voudront bien être là. Oui. Et là, après, on me fait ah oui, mais non, pour vendre les places, en gros, plus cher, il faut qu'on vende le côté concert Dionysos. Je dis, mais c'est pas un concert Dionysos, c'est... Ouais, mais bon. Et là, j'ai eu cette phrase débile. On m'a dit, non, mais si tu veux, on le fait en électrique, mais tu joues que des morceaux calmes. C'est-à-dire ça voulait dire, je veux vendre un concert Dionysos, et moi, je m'en fous ce que tu vas faire. Si toi, tu veux faire un truc tout calme, mais moi, je veux vendre un concert Dionysos full band, pas gratte-gratte, showcase. Donc, on s'engueule. Et après, je tombe malade. Et je dis, bon, ben voilà, moi, la situation, elle est réglée. De toute façon, un full band, je peux pas le faire. Je vais pas me jeter dans les gens avec 7000 plaquettes. Je vais faire une hémorragie. Donc, bien sûr. Je fais donc, on fait en acoustique. Oui. Il faudrait quand même qu'on voit avec les assurances. Je fais, bon, c'est normal. C'est normal. Donc, je vais voir mon médecin. Je dis, voilà, il me fait, on peut pas te garantir que tu fasses pas une infection ou un truc comme ça. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est de te prévoir une dérogation où tu vas te transfuser en hémoglobine la veille de ta première et en plaquettes. Ce qui fait que tu ne seras pas en risque. Tu ne seras pas très essoufflé, tu seras moins essoufflé parce que même quand j'étais transfusé, le lendemain, j'avais 8 d'hémoglobine. Quoi. Oui. Puis je redescendais à 4. Donc à 8, tu pètes pas le feu. Mais en tout cas, à mon échelle, enfin, et encore une fois, si ça avait été faire un concert à jumper dans tous les sens, j'aurais pas tenu. Mais jouer 20 minutes assis avec ma guitare et mon ukulélé, c'était tout à fait à portée. Pas de projection de plaquettes, donc là je remontais à 50 000. Donc les 2-3 jours qui suivaient, je risquais rien. Après, il y avait toujours, il n'y a pas de transfusion de globules blancs, ça n'existe pas. Donc j'avais toujours le risque de m'infecter, mais bon, infecté, au pire, tu me mets de la cortisone et un antibio et je viens. Oui, pour 20 minutes. Donc il m'a proposé ça. J'ai rendu ça. Et j'ai appris sur Facebook qu'ils avaient annulé le concert. Putain, la vache. Okay. Et la soirée en elle-même ou juste le concert ? Non, la soirée. La soirée, toute la soirée. Donc toute cette proposition, Grand Rex, projection et concert. La soirée annulée. Et en fait, je leur dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils font, non, mais on voit bien que t'avais super envie de le faire, c'est hyper courageux, mais en fait, on a voulu te protéger. Oui, ok. Attends. Donc en plus, il faut les remercier. Garçon, en fait. Je suis un grand garçon. J'ai pas dit, quoi, vous faites chier avec vos assurances, démerdez-vous. J'ai moi-même demandé à mon médecin. Il a fait des dérogations qui fait que, en fait, là, il y a du sang qui est prévu pour moi. Alors que des fois, il y a des gens avec des accidents qui ont besoin. D'ailleurs, s'il y avait une urgence, j'aurais de toute façon pas été prioritaire. Mais en tout cas, il a fait une dérogation pour un concert, pas pour un accident de voiture. Et pourquoi vous m'expliquez, on en parle, si vous me dites l'assurance, elle veut pas malgré ta dérogation, je vais pas faire tu fais mon concert, j'aurais compris. Mais là, en fait, vous me dites tu es malade. Vous me dites tu n'es pas Mathias Malzieu qui doit gérer un problème, tu me dis tu es le malade. En faisant ça, tu m'assignes à résidence. Et ils ne l'ont jamais compris. Mais non, on a fait ça pour te protéger. Et pourquoi vous me parlez pas, quoi ? Moi qui suis censé être l'enfantin parce que j'invente des histoires de sirènes, putain, c'était eux les gosses. Ouais, bah ils avaient. Oui, c'était eux qui n'ont pas pris leur responsabilité. Ils avaient pas les épaules. Responsabilité, risque. Et ça a été un marqueur. Parce que là, je me suis senti malade. Tu l'as pris comme une trahison ? Tu l'as vécu comme une trahison ou ? Ouais. Après, j'ai fait du discernement. Il n'y avait pas eu de méchant dans l'histoire. Ouais. Il n'y a pas eu de méchant. Oui, tu gardes pas de rancœur. Il a fallu du temps. Le temps fait son affaire, comme on dit chez Molière. Okay.
Enfin, il lui dit l'inverse, il dit le temps ne fait rien à la place. Mais il a fallu du temps, et notamment, quelqu'un qui a quitté le groupe quand j'étais malade. Ça fait mal, ça aussi. Et qui avait dit, moi, en fait, on devait payer un manager pour avoir un nouveau contrat. Moi, j'avais fait des maquettes pour l'album entre les 2 hospitalisations, en attendant si j'avais à être sauvé par le premier ou si j'avais besoin de greffe, etc. J'avais dit, je fais les maquettes. On était en fin de contrat avec une maison de disques. Et j'ai donné au manager, j'ai dit, voilà, soit tu fais renouvellement, soit tu cherches une autre maison de disques. Comme ça, on est dans le... On n'attend pas que j'aille mieux. On est dans le faire. On est dans le faire. Je suis dans le... Et eux, et je dis aux copains, chez moi, vous arrangez sans moi. Pas grave. Je vous envoie des maquettes, et vous faites des arrangements sans moi, et on est tous dans le flow. Tu vois ? Et le manager juste dit, ok, il n'y a plus d'argent sur l'assaut, moi j'aimerais, pour aller faire des petits rendez-vous à Paris, des machins, juste être défrayé. Avant de trouver un contrat, c'est du temps que je prends pas sur autre chose. Bien sûr. J'ai 2 gamins. On tous disent, oui, combien tu veux, on va tous te donner un peu. Et l'un des membres du groupe dit, moi je payerai quand on aura de l'actu. C'est-à-dire si tu t'en sors, en fait. Vache. Donc là, je lui fais, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de parier sur ma mort, en fait? Putain, la vache. Tu t'en rends compte ou pas? Ou sur, et il s'en rendait vraiment pas compte. Et il n'a pas eu la communication de me dire, mais parce qu'il m'aurait dit, mais même j'ai des problèmes de blé. Écoute, en plus, on l'avait déjà aidé 20 ans plus tôt quand ses parents ne voulaient pas qu'il fasse le groupe. Il lui avait coupé les vivres, on lui avait déjà donné de l'argent, alors qu'on n'en avait pas. Et tous les trucs des concerts, on lui filait à lui. Je me suis dit, putain, Guillaume, quoi, excuse-moi. Et en fait, on s'est retrouvés cet été pour les 30 ans du groupe. Je savais qu'il était dans la... Alors qu'il est venu en 2016, 2 ans après, au concert. Je fais, il a le droit de venir. J'ai le droit d'interdire à personne, mais dans les loges, non. Alors vous allez le voir, vous allez boire un coup avec lui. Moi, là, c'était trop frais. Je fais, là, je le vois, je pense que ça, j'aurais pas la philosophie que je tente de défendre depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Je n'y arriverai pas, en fait. Je n'y arriverai pas, mais il a fallu que le temps fasse son affaire. Et là, en fait, je savais qu'il était là, et ils m'ont tous dit un peu, ils étaient tous un peu emmerdés. Tu sais qu'il y aura Guillaume J'ai fait, ouais, ok. Et en fait, au moment de présenter tout le monde, ils ont flippé. Je peux te dire, ils ont flippé. C'était capté, il y avait 10 000 personnes. J'ai fait, puis il y a un autre membre du groupe qui n'est pas avec nous sur scène. Et là, j'ai senti tout le monde se tendre. Ils ont dit, ils veulent lui mettre un tir dans tout le monde, et ça aurait été moche. Bah oui. Même si j'avais raison, ça aurait été moche. Bah oui. Et là, il a fait partie de l'histoire du groupe pendant 20 ans. Et j'aimerais que lui aussi, il ait son ovation. C'est classe. Et là, en fait, et c'est là que... Ouais, respect, ouais. En fait, si j'allais dans mes plus bas instincts, j'aurais fait, voilà ce qu'il a fait, ouais. Je leur ai raconté ce que je vous ai raconté avant. On est sorti, il est venu me voir, il m'a pris dans les bras. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as jamais appelé? Pourquoi tu m'as pas dit, j'ai besoin de fric? Il m'a dit... Ou j'ai peur, tout simplement. J'ai peur. Enfin, ouais. Et il m'a dit, tu sais, en fait, je voulais pas te dire, mais ça faisait longtemps que je voulais arrêter le groupe. Et comme t'étais malade, j'osais pas te le dire. Et j'ai été hyper maladroit. Et après, comme je sais pas, j'ai demandé des nouvelles aux autres, mais toi, j'osais plus te rappeler. Ah ouais. C'est pas un méchant. Ouais, encore une fois, ouais. Alors que ça m'a fait mal. J'ai une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. On l'a effleurée plusieurs fois, mais on a parlé de transmission, et c'est vrai que dans le cadre de la maladie, parfois, moi j'ai une maladie qui est héréditaire, et ça m'a fait poser la question de savoir si j'avais envie d'avoir des gosses ou pas. Alors c'est évidemment pas la seule question, et je me suis beaucoup dit, Thérèse... C'est normal qu'il y en ait une. T'es malade, mais est-ce que tu regrettes de vivre? La réponse est non. Spoiler alerte. Mais malgré tout, on est dans un monde qui se durcit, etc. Moi, en tant que femme, quand je vois la société avancer, ça me donne pas spécialement confiance non plus. Et puis,
personnellement, par ailleurs, j'ai jamais eu une envie très très forte. Et du coup, j'ai pris une certaine décision. Mais tu parles, toi, de paternité. On a beaucoup parlé de congélation ces dernières années. Mais c'est vrai qu'on entend peu d'hommes parler c'est assez rare, de tout ça, se livrer sur ces questions-là. Comment ça s'est passé pour toi, cette fameuse congélation? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ces questions? Grosse question. Moi, j'ai un souvenir assez surréaliste de quand j'ai stocké mes spermatozoïdes. C'était 3 jours avant la greffe. Ok. Et je vais là-bas et on était 5 gars. Ils étaient tous plus vieux que moi. Et on nous a appelés un par un. Je vais parler un peu crûment, hein, mais pour aller se branler. Alors, c'était pas glauque, tu vois. Franchement, c'était pas glauque. Mais il y avait une espèce de mélancolie mêlée d'improbable. C'est pour ça que je dis les termes. Parce que vraiment, je dis, ok, alors, on y va. Ok, et j'étais perdu, quoi. Comme un con avec mon verre, là, à me dire, c'était un moment très particulier. Après ça, on a essayé d'avoir des enfants avec ma compagne de l'époque. Donc le désir est revenu. Moi, j'avais pas le problème que tu avais sur la question de l'hérédité, c'est-à-dire qu'on a fait un test sur ça. C'est une maladie idiopathique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On est un idiot. C'est ça. Surprise. On ne sait pas d'où ça vient. Mais elle aurait pu. Il y a des maladies similaires à celles que j'ai eues, comme par exemple celle dite de Fanconi, l'anémie de Fanconi, qui est héréditaire. Et où j'aurais été dans les mêmes problématiques du 1 sur 2. Et ça aurait posé question. Évidemment que c'est normal que tu te poses cette question. Moi, j'avais pas ça. On a essayé, ça n'a pas marché pendant 2 ans. On a ensuite fait 4 inséminations artificielles qui n'ont pas marché. Puis une FIV où il y avait 10 fécondations. Donc là, il y a une espèce de joie. Et ils sont tous morts avant le transfert. Et ensuite, on s'est séparés. Pas qu'à cause de ça. A été, je pense, c'est une agrégation. La joie de tomber amoureux est une agrégation de belles choses. Et la séparation est une agrégation de mauvaises. D'erreurs, de machins, Encore une fois, sinon on accuse l'arbitrage parce qu'on a perdu le match. C'est pas que ce truc-là, mais en tout cas, ça n'a pas aidé. Et ensuite, plus tard, je suis retombé amoureux. Et là, 2 mois après, ça a arrêté de se protéger, elle est tombée enceinte. Truc dingue. J'ai 0,1% de mes spermatozoïdes qui sont valides. Ils ont été détruits par la chimio et surtout par les rayons. Mais on a dit on essaye. 3 mois après, elle tombe enceinte. Là, c'est miracle. C'est-à-dire que là, on est dans un truc... c'est un peu surréaliste, je pars à un mastering lundi, je suis en vélo, j'ai l'impression d'être E.T. C'est vraiment dingue. Et malheureusement, en fait, elle a fait une fausse couche très grave. C'est-à-dire que ça, c'est à l'origine pas grave. Mais le gynéco a dit « Oh, c'est votre première grossesse. On va pas faire de curetage. » Et nous, on était déjà dans le choc. On s'était déjà beaucoup projeté. C'est une erreur d'enthousiasme, encore une fois. Mais elle, c'était sa première grossesse. Mais comme ça tenait du miracle, il y avait peut-être aussi... ça tenait du miracle. Donc, en fait, même si on était à seulement 1 mois, c'est pas que c'était... normal qu'il y ait un emballement. C'est bien que 3 mois, et tout, que même il y a des catastrophes après 3 mois qui se passent, mais qu'après 3 mois, qu'à 1 mois, normalement, on le dit pas. Donc, on l'avait pas, j'ai pas fait un post Facebook non plus. Mais en tout cas, on l'avait dit aux proches. Et on l'avait investi. Mais comme on l'avait vraiment investi. Je suis rentré de mon mastering, j'ai une maman à la maison. Qui s'inquiétait sur les trucs, qui faut faire attention à ça, je vais faire ça, regarder des vidéos. Enfin, c'était complètement... donc, c'est monté. Donc, la fausse couche a été très douloureuse. Ça, c'est un vrai tabou aussi pour les femmes. C'est pas parce que c'est fréquent que c'est pas grave. C'est clair. Tout à fait. C'est fréquent
est grave. La fréquence ne minimise en rien la gravité. Et le truc encore plus tabou, c'est le mec qui dit rien, quoi. Et pas parce qu'il s'en fout, hein, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais le mec, il souffre aussi, puis il sait pas comment faire. Parce que l'impression, alors moi, j'ai eu tu te sens démuni, de ma compagne, qui maintenant est ma femme, depuis 3 jours. Oui, félicitations. Félicitations. Je savais pas si je mettais les 2 pieds dans le plat ou pas. C'est un joli plat. Faut y aller. Et donc, elle culpabilisée, et moi impuissant. Donc là, on a fait un projet tous les deux. Ça s'appelle La Symphonie du temps qui passe. J'avais commencé les chansons. Il y avait une chanson que j'ai commencé à écrire quand elle est tombée enceinte. Donc là, je lui dis, bon, bah, on abandonne cette chanson. Et elle me dit, et encore une fois, elle le dit surtout pour me faire plaisir, sans se rendre compte que ça va être malheureusement une bombe à retardement. Elle me dit, il n'y a pas de chanson sur ça, c'est peut-être intéressant. Si toi, tu te le sens, continue la chanson, dis la vérité. Donc, la chanson qui est hyper joyeuse, l'enfant fait, qui hop, les seins qui gonflent, on dirait des montgolfières, elle va s'envoler, tout ça. Finalement, je fais faire un orage et une espèce de décrescendo musical qui, à la fin, dit ils ont dit que le cœur ne bat pas. Voilà. Et j'écris une autre chanson après, ensuite, qui s'appelle 41, le nombre de jours, où j'ai espéré qu'il soit là. Et que je continue à compter l'âge qu'il aurait, etc. Ok, d'accord. En attendant le 2e essai, parce qu'à l'époque, elle en veut toujours. Elle est choquée, elle ne dit pas tout de suite, mais elle n'est pas du tout en j'en veux plus. D'accord. Et cette chanson, je l'écris pendant le mois. Ces 2 chansons, je les écris et les enregistre avec sa voix. Pendant le mois, en fait, elle a encore l'enfant. Oh là là. Ok. Parce qu'on nous dit non, mais c'est une douleur de règles, c'est bon. 1 semaine, 2 semaines, il ne se passe rien. Là, moi, j'ai quand même ma compagne qui commence à me dire des trucs un peu délirants du genre, et s'ils s'étaient trompés qu'il était toujours là, alors là, il faut qu'on aille voir un médecin, parce que là, ça commence à pas aller bien du tout. Le médecin, du temps qu'il nous trouve un rendez-vous, on arrive à 3 semaines et demie. Ok. Et là, il fait l'échographie, mais vraiment comme ça, là. Ah ben, il est encore là. Ah oui, en toute détente. Elle se met à pleurer. Putain, quelle horreur. Elle se met à pleurer. Il est comme ça. Il me fait, pourquoi elle pleure? Là, j'ai envie de... Là, par exemple, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, là, j'ai envie de le frapper. Je suis quand même arrivé à me tenir, mais j'ai une montée de haine. J'ai envie de lui casser la gueule. Vraiment. Machin. Et il fait, bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire? On attend un peu. Alors moi, Daria, elle est sous ses états. Moi, je suis dans... Je dis, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Elle fait, je peux lui donner un cachet, ça va accélérer, comme ça, vous êtes tranquille, et puis vous n'allez pas vous emmerder à aller à l'hôpital, ça va partir chez vous, juste, voilà, ça va faire comme un peu une douleur de règle un peu forte. La violence. Donc on repart pas bien. Et là, il lui donne un médicament qui, en fait, on s'est rendu compte après, qui était interdit. Ok. Elle prend le médicament, elle se tord de douleur. C'est pas une douleur de règle, elle m'a dit, j'ai jamais eu mal de ma vie comme ça. Elle a expulsé toute seule dans son bain pendant que je travaillais. C'est horrible. Et elle a cru qu'elle avait expulsé, mais en fait, elle n'avait pas tout expulsé. Putain. Et en fait, le soir même, elle a fait une hémorragie. Ok. Elle a commencé à perdre du sang, à être fatiguée, elle allait aux toilettes tous les 15. Elle avait mis un truc de règle et c'était rempli de sang toutes les demi-heures. Ouais, je vois très bien. Et d'un coup, en fait, elle m'a dit, je me sens partir, quoi. Ouais. Et on appelle le mec. Le même? Ouais, on a... Oui. Tu vois? Ouais. C'est tout le mec nous fait, non, mais aux urgences, il y a du monde, restez chez vous, ça va se calmer. Oh là là. Ça, c'est 10h du soir, minuit et demi. Elle commence à être blanche, blanc. Ouais. Moi, je fais, attends. Je fais, écoutez, monsieur, là, elle est blanche, elle se vide de son sang, quoi. Je fais, et bon, ok, si ça peut vous rassurer, allez aux urgences obstétriques de Blé-Bleuet.
je les préviens ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Ok. Le petit Et là, sésame. la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, il n'y avait personne. Ok. Ils l'ont pris tout de suite. En fait, ils m'ont dit ok, alors vous avez les papiers, la dernière échographie? Je fais ah non, on est parti en catastrophe en taxi. On a pris un taxi même parce que le SAMU aurait été plus long. Et que là, moi, elle tenait plus debout. Donc là, je commençais à vraiment flipper. Baliser, ouais. Et en fait, j'ai amené là-bas. Ils m'ont dit allez chercher les trucs. En fait, c'est pour pas que je flippe. Je vais chercher les trucs. Fait bon, c'est bon, on a enlevé tout ce qu'il faut. C'est bon, là, elle est en salle de réveil. Elle a été prise en charge tout de suite. Vous serez arrivé 10 minutes plus tard, elle était morte. Oh là là. Donc, nous, ensuite, on avait le projet. Donc, on a dit, bon, c'est bien de parler de ça. Sauf que dans ce monde machiste et du temps long, et du temps pas long, du temps court, qui ne sait plus s'occuper du temps long. Moi, pour moi, c'était cette histoire-là. C'était encore plus son histoire que la mienne. Moi, j'avais fait des disques de Dionysos et elle arrivait en chanteuse, en directrice artistique du truc, et c'était elle la star du projet. Ben non. C'est le projet du chanteur Dionysos avec une chanteuse là, ukrainienne, je crois. Donc, invisibilisation, mais de déglingo. La maison disque, qui m'avait promis le Melody Nelson 2.0, font aucun effort pour mettre en valeur Daria, parce que même, moi je refuse, et dit je refuse, parce qu'il y a des demandes d'interview pour moi seul. Je fais non. Je fais c'est hors de question. Je fais même si c'est le journal de 13 heures, c'est hors de question. Je ne ferai pas. Ouais, tu voulais pas parler à sa place. Enfin. Elle a bossé. Bien sûr. J'ai écrit les chansons, d'accord. Non, mais je veux dire l'histoire. Ouais, c'était. Donc la maison de disque, en fait, balaye d'un revers de la main complètement le truc et on part en tournée. Et cette maison de disque, en fait, ce que j'avais pas su, c'est qu'elle m'avait proposé de faire ce disque avec Daria pour récupérer Dionysos. Donc elle m'avait fait, on va te proposer tout. Je sais pas, proposer. Ah oui. Puis la proposition, je l'avais encore jamais eue. Et moi, j'ai juste dit, vu comment on traitait Daria, j'ai dit aux copains de Dionysos, je fais les 30 ans de Dionysos chez eux. Bof. Je suis pas sûr. Et quand je leur annonce, ils disent, ah, tu veux pas venir avec Dionysos? Eh ben, on t'annule ta tournée. Ah là là, ouais. Je fais, mais c'est quoi le rapport, en fait? En copie avec Daria, je fais, vous l'avez utilisé, elle a fait crever à 10 minutes près, on a fait le disque, et maintenant, vous voulez nous annuler la tournée parce que moi, je viens pas avec Dionysos? Vous êtes des putains de machos de merde, en fait. Oui. Et en fait, non, attends, on a une réalité, nous, machin, nous, on aurait jamais... Je fais, mais attends, si vous m'aviez dit, on te fait Dionysos, on te fait ton spectacle, mais si tu viens avec Dionysos, j'ai accepté ou pas? Mais c'est comme l'histoire du Grand Rex tout à l'heure. Bien sûr. Là, j'aurais pu dire à Daria, écoute, c'est une bonne occasion. Tu viendrais avec Dionysos après, mais au moins on peut faire notre disque. Où on aurait pu se dire, eux, ils me prennent pour ils vous utilisent, on les utilise. Ils me prennent pour un harpon, on le fait pas. Ou on le fait. En tout cas, en connaissance de cause. Et là, ils nous reprochent le truc. Donc après les concerts, donc Daria a fait une dépression. Ces fois, elle n'arrivait pas, c'était très dur pour partir en tournée et tout. Et on a fait, et le concert, le spectacle était super, au final. Mais vous avez pu le produire avec un autre tourneur? Non, on l'a fait, ils n'ont pas eu le choix, ils n'avaient pas le droit. Ah, d'accord. C'est du bluff. Ah oui, ok. Du bluff de manipulation dégueulasse. D'accord. Mais ils n'avaient absolument pas le droit de ne pas le faire. Et au final, on l'a fait, mais c'était très dur. Et tous les soirs, elle chantait en attendant le deuxième essai. Alors qu'elle, entre-temps, avec le traumatisme, l'invisibilisation, elle a fait un travail sur elle. Elle s'est aperçue en fait qu'elle voulait pas d'enfant. C'est pas juste traumatisme, elle s'est aperçue qu'en fait elle avait fait pour me faire plaisir. Alors après, on saura jamais. Sonder les hommes, c'est compliqué. Bien sûr. Mais en tout cas, elle en veut plus. Elle en veut plus, et moi j'en veux. Mais on s'est mariés quand même. Et le prochain livre, c'est donc du point de vue de mes chats. Après, c'est la suite de la symphonie, un peu quelque part, avec un couple, avec un qui vieillit et qui veut avoir un enfant, et une qui est jeune, qui en veut plus. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est les chats qui ont la parole. Et l'arc, en fait, c'est l'arc de résilience et de deuil sur 5 actes, un petit peu comme les 5 étapes du deuil, avec le comment vivre heureux quand même. Ok. Voilà. Non, mais merci de nous parler à cœur ouvert. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais. Mais voilà.
Donc, drôle d'histoire, ouais. Drôle d'histoire avec un S. Ouais. Bah ouais, c'est une chouette conclusion. Enfin, ça donne en tout cas envie de connaître la suite. Ouais, exactement. On a un petit rituel dans ce podcast qui s'appelle Tamalou. Tu vois, sur le logo, il y a un petit pansement. Et on aime bien demander aux gens, en fait, aux artistes qu'on reçoit, quels sont leurs pansements au quotidien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent ? Qu'est-ce qui te fait du bien, toi ? Ouais, toi, qu'est-ce qui te soigne ? Ça peut être un mantra, ça peut être plein de choses. N'importe quoi. Alors moi, la chance que j'ai, c'est de vivre sur l'eau. Et du coup, aller faire un tour de paddle, même l'hiver, même la nuit, avec une lampe... une frontale sur la tête. Aller me promener dans ce que j'appelle le pays des reflets, s'inverse, etc. C'est un vrai sas magique. D'émerveillement. C'est toujours pareil et jamais pareil. Donc ça m'est intimement... c'est personnel. Mais sur quelque chose de plus universel. Pour l'inspiration, mais ça vaut pour la belle humeur ou le pansement. C'est servez-vous de votre bibliothèque. Quand vous n'allez pas bien, allez dans votre bibliothèque et prenez un livre que vous avez adoré et relisez un petit passage. Ouais. J'adore faire ça. Ouais, j'allais dire, c'est Thérèse. Tu parles de Thérèse. Il y a un truc qui est... et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit rayon poésie. Même quand un livre, on adore relire un petit chapitre, décontextualisé parce qu'on trouve la langue de l'auteur ou un personnage qu'on aime. Mais le côté bref d'un poème, genre on peut en pas longtemps relire un poème qu'on aime ou en redécouvrir un dans sa propre bibliothèque. Là, on est vraiment sur la consolation. Encore une fois, je crois beaucoup plus au pouvoir de la consolation qu'au pouvoir de la rassurance. Le t'inquiète, ça va aller mieux, on n'en sait rien, et des fois ça peut créer encore plus de déception. Avoir une bibliothèque, ce côté un peu immuable de la bibliothèque, comme un paysage, quoi, comme un roc incroyable qu'on aimerait aller revoir parce qu'on sait qu'on y est bien, qu'on sait qu'on peut en extraire une partie, et qu'en ouvrant, on a une fenêtre sur le monde et sur son monde intérieur à soi, parce que ça peut être une petite Madeleine de Proust à répéter. On n'est pas obligé d'aller découvrir d'un coup. Vous allez mal, lisez tel super auteur. Même pas retourner dans votre petit pyjama émotionnel et ça va vous faire un petit truc un peu chaud. Faites-vous un bon thé et repensez à ce petit poème, même si vous êtes fatigué, donc vous ne voyez pas de commencer un livre ou de lire longtemps. Lisez un petit bout ou si possible un poème. Donc stockez la poésie un tout petit peu, les recueils de poèmes. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des illustres comme Baudelaire. Mais des trucs drôles aussi. Il y a toutes sortes de poésie. Je dirais ça. Je dirais que c'est un bon pansement. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Ça vous va? Ouais. Merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. Là, c'est du vrai temps long pour le coup. Oui. Plaisir partagé. Ouais. Et c'est joyeux. Ouais. Merci. Merci à vous. Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio. Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger, et au mixage, Adam Carpels. À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.